Il l'a élevé, il l'a nourri, il a nagé avec lui, il l'appelait son fils. Mais lors d'une journée horrible en Afrique du Sud, la créature en qui il avait le plus confiance, un hippopotame d'une tonne nommé Humphrey, s'est retourné contre lui. Ce qui a suivi fut une attaque sauvage si brutale qu'elle a choqué le monde et a prouvé une bonne fois pour toutes. Un animal sauvage n'est jamais vraiment domestiqué. Afrique du Sud, 2011. Dans une vaste ferme du Free State, un homme vivait avec un compagnon différent de tous les autres. Il s'appelait Marius Hels, un ancien commandant de l'armée et agriculteur. Sa mascotte, pas un chien, pas un cheval, mais un hippopotame, le plus grand mammifère dangereux d'Afrique. L'hippopotame nommé Humphrey pesait plus d'1 tonne avec des mâchoires assez puissantes pour écraser des os. Et pourtant, Marius le traitait comme un membre de la famille. Il lui avait construit un bassin, le nourrissait tous les jours, nageait même avec lui dans la rivière. Pour les amis et voisins, ce lien semblait fou. Un homme qui embrassait l'animal le plus redouté du continent. Les habitants du coin le mettaient en garde. Les hippopotames tuent plus de personnes en Afrique que les lions, crocodiles et éléphants réunis. Ils sont imprévisibles, territoriaux et armés de défenses énormes. Mais Marius ignorait les avertissements. Il ne voyait pas une bête, mais un fils. Humphrey est comme un enfant pour moi, disait-il fièrement. Mais sous la surface calme de cette étrange compagnie, le danger guettait toujours, et bientôt éclaterait avec une force fatale. Pour les étrangers, Humphrey n'était pas un animal de compagnie, c'était une bombe à retardement. Les voisins parlaient à voix basse de l'énorme animal qui errait sur la propriété. Les visiteurs regardaient mal à l'aise, tandis que l'hippopotame suivait Marius comme une ombre, son corps massif traînant dans les champs, ses bâillements dévoilant des crocs plus longs que l'avant-bras d'un homme. Les experts en faune sauvage étaient catégoriques. Un hippopotame ne peut jamais être domestiqué. Aussi docile qu'il paraisse, il est sauvage. Il rappelait à Marius que les hippopotames tuent des centaines de personnes chaque année, renversant des bateaux et déchirant des pêcheurs. Il lui disait qu'une charge de Humphrey pourrait lui briser la colonne vertébrale. Mais Marius refusait de voir le danger. Pour lui, Humphrey n'était pas seulement un animal, c'était de la famille. Il le nourrissait à la main, embrassait son large museau, laissait même les enfants monter sur le dos de la créature. Il insistait sur le fait qu'Humphrey lui faisait confiance, qu'il l'aimait. La communauté secouait la tête, parce qu'il connaissait une vérité que Marius ne voulait pas affronter. Avec le pouvoir sauvage vient l'instinct sauvage, et l'instinct ne dort jamais. Au début, Humphrey semblait être le compagnon parfait. Il suivait Marius le long de la rivière comme un chien obéissant, et tous deux partageaient d'innombrables après-midi à glisser côte à côte sous le soleil sud-africain. Mais ensuite, des fissures ont commencé à apparaître. Les habitants voyaient Humphrey bloquer le chemin de Marius, rester figé, les oreilles tremblantes, les yeux grands ouverts, avec quelque chose de plus sombre, une dominance territoriale. Le gigantesque hippopotame ouvrait ses mâchoires dans un faux bâillement, montrant des crocs destinés à avertir, pas à accueillir. Marius riait de tout cela. Il disait aux voisins que ce n'était qu'un jeu, que Humphrey ne voulait pas faire de mal, mais le malaise dans l'air était réel. Un animal de 6 pieds et 2500 livres ne joue pas. Il y avait aussi des histoires, non confirmées mais chuchotées, selon lesquelles Humphrey aurait une fois chassé des personnes du bord de la rivière, allant même jusqu'à les coincer dans les bateaux. Ses instincts émergeaient, aigus et primitifs, comme si la rivière elle-même rappelait à tous. Ce n'est pas un animal de compagnie,
c'est un prédateur. Marius a ignoré les avertissements. Il ne voyait que le lien. Mais dans la nature, les liens sont fragiles. Et quand ils se brisent, les conséquences sont fatales. Novembre 2011. L'air était lourd. Le fleuve Limpopo lent sous la chaleur du soleil sud-africain. Marius Ells sortit de sa ferme, le regard fixé sur l'enclos où Humphrey traînait. Pour lui, ce n'était pas juste un autre jour. C'était une nouvelle occasion de prouver au monde que les critiques avaient tort, que son hippopotame domestique n'était pas un monstre. Les voisins dirent ensuite qu'il semblait calme, même fier, en s'approchant de l'enclos avec un seau à la main. Mais une tension se faisait sentir dans l'air. Ce matin-là, Humphrey ne broutait pas paresseusement. Il était agité. Son énorme corps marchait le long de la rive du fleuve. Ses mâchoires claquaient. Ses narines se dilataient. Marius ne cligna pas des yeux. Il avait déjà nagé avec Humphrey, chevauché son dos, ri face à la peur. Pourquoi ce jour serait-il différent? Ce que Marius ne voyait pas, ou refusait peut-être de voir, c'était le changement dans le langage corporel de l'hippopotame, le passage de la curiosité à l'agressivité, le moment où l'instinct prend le dessus après des années de familiarité. Alors qu'il s'approchait, l'enclos tomba dans le silence, comme s'il retenait son souffle. Et puis, Humphrey bougea. La frontière entre compagnon et tueur était sur le point de se briser pour toujours. Cela s'est passé en un instant. Humphrey s'est lancé. 2 tonnes de muscles bruts et de rage ont jailli de la rive du fleuve. Des mâchoires ouvertes plus larges que les épaules d'un homme. Des crocs comme des poignards brillant au soleil. Le bruit n'était pas seulement un éclaboussement. Le sol tremblait, tandis que les sabots arrachaient. La terre et la boue. Marius n'a pas eu le temps de s'échapper, ni de réfléchir. L'hippopotame l'a attrapé avec une force écrasante. Les témoins ont ensuite dit que c'était comme si un tronc d'arbre s'était brisé en deux. Les cris de Marius résonnaient dans la ferme, se mêlant aux rugissements gutturaux de la bête, tandis qu'elle le secouait violemment le long de la rive. Poussière et sang remplissaient de l'air. Humphrey le secouait comme une proie, le lançant comme s'il ne pesait rien. Chaque coup de ses crocs pénétrait plus profondément, brisant des os, déchirant la chair. Ce n'était pas le compagnon joueur que Marius avait montré aux journalistes. C'était la bête sauvage et incontrôlable dont ses voisins avaient toujours mis en garde. L'homme qui avait autrefois nagé avec le géant gentil était maintenant en train d'être dévoré à mort par lui. Et personne ne pouvait l'arrêter. Humphrey traîna Marius dans la rivière. La surface bouillonnait de violence. L'eau devenait rouge, tandis que l'hippopotame l'enfonçait sous les vagues. Marius se débattait, griffant la bête, haletant chaque fois que sa tête rompait la surface. Mais à chaque fois, les mâchoires d'Humphrey se refermaient, le poussant plus profondément. Les voisins coururent vers la rive, criant impuissants. Ils ne pouvaient que regarder pendant que l'homme qui avait autrefois monté cet hippopotame comme un cheval était maintenant déchiré. L'eau bouillonnait dans le chaos. Boue, sang et bulles s'élevaient en un vortex nauséabond. Le corps de Marius était frappé contre les rochers Okoé, emporté par le courant, écrasé encore et encore par des crocs assez puissants pour fendre une pirogue en deux. Puis, silence. L'eau se calma, les ondulations disparurent. Humphrey émergea seul, sa énorme tête brillante de rouge, regardant vers la rive. Marius Ells avait disparu. Le lien qu'il croyait indissoluble s'était terminé par la trahison la plus violente imaginable. Lorsque le chaos s'est calmé, les voisins hésitaient à s'approcher. La rive du fleuve était étrangement silencieuse, à l'exception de Humphrey. Encore caché dans les eaux peu profondes, sa silhouette énorme bloquait toute tentative de sauvetage. Des heures plus tard, lorsque l'hippopotame s'en alla enfin, ils le trouvèrent. Le corps de Marius gisait tordu et déchiqueté
parmi les roseaux. La poitrine était écrasée, les membres déchirés, de profondes blessures ouvertes, là où les crocs d'Humphrey avaient sans frappé. Le sang s'était imprégné dans la boue autour de lui, tachant l'eau où il jouait autrefois sans peur avec l'animal qu'il appelait famille. La vue laissa tout le monde sans voix. Ce n'était pas un chasseur dévoré par une bête sauvage. C'était un homme dévasté par la même créature qu'il aimait le plus. Ceux qui l'avaient averti, qui avaient dit « Un hippopotame n'est jamais un animal de compagnie », restaient maintenant immobiles de terreur. Leur peur s'était aussi réalisée de la manière la plus brutale possible. Le lien entre l'homme et la bête ne s'est pas terminé par la compagnie, mais par la boucherie. Les nouvelles se sont répandues comme un incendie. Un homme avait été assassiné, non pas par un crocodile ni par un lion, mais par son propre hippopotame domestique. Les voisins qui auparavant s'émerveillaient de voir Marius monter Humphrey à travers Léo parlaient maintenant à voix basse, avec des tons inquiets et effrayés. Pour eux, cela avait toujours semblé impossible. Un hippopotame était un tueur légendaire, l'animal le plus redouté d'Afrique. Pourtant, Marius insistait sur le fait que leur lien était différent. La ville était sous le choc, à la fois de douleur et d'incrédulité. Comment un homme aussi expert en animaux pouvait-il faire confiance à un être aussi mortel? Pourtant, au fond, beaucoup s'admiraient ne pas être surpris. Ils se souvenaient des avertissements, des regards inquiets, des mots chuchotés. Un jour, Humphrey se révoltera. Ce jour était arrivé. Et la preuve brutale est apparue en première page, impactant non seulement une communauté, mais le monde entier. En l'espace de quelques heures, l'histoire était partout. Homme tué par son hippopotame domestique, rien que le titre suffisait à figer les lecteurs dans l'incrédulité. Partout dans le monde, les médias dépeignaient Marius Hels à la fois comme un téméraire et un fou tragique, quelqu'un qui croyait que l'amour pouvait apprivoiser l'une des créatures les plus dangereuses de la Terre. Les vidéos de lui nageant aux côtés de Humphrey passaient en boucle, souriant, riant, appelant l'animal son fils. Mis en contraste avec les détails sanglants de sa mort, le contraste était presque insupportable à voir. L'hippopotame n'était plus vu comme un animal de compagnie extravagant. C'était un monstre, et le nom de Marius est devenu une histoire d'avertissement. Les gens débattaient sans fin. Était-il imprudent, ou était-ce simplement le prix extrême à payer pour avoir ignoré la frontière entre le sauvage et le domestiqué? Dans les salons, dans les émissions de débat, dans les gros titres des journaux, à travers les continents. Marius Hels était partout, pas comme l'homme qui aimait les animaux, mais comme l'homme tué par l'un d'eux. Bien avant l'attaque, les avertissements étaient partout. Les habitants secouaient la tête en voyant Marius monter Humphrey à travers les eaux peu profondes, comme si l'hippopotame était un cheval. Les experts en vie sauvage rappelaient à qui voulait l'entendre. Les hippopotames tuent plus de personnes en Afrique que les lions, léopards, éléphants et rhinocéros réunis. Mais Marius ne voyait pas un tueur. Il voyait un compagnon. Il esquivait le danger avec un sourire, disant aux journalistes « Il y a un lien entre Humphrey et moi. J'ai une confiance totale en lui. » Pourtant, la vérité était inscrite dans l'ADN de l'hippopotame. Les hippopotames sont imprévisibles, territoriaux et capables de tuer d'une seule morsure. Aimer un hippopotame, c'est flirter avec le désastre. Ce jour-là, en 2011, chaque avertissement est devenu une réalité brutale. Les experts avaient raison. Les voisins avaient raison. Et l'homme qui pensait avoir défié la nature a payé le prix le plus élevé. La nouvelle de la mort de Marius Hels s'est répandue comme une traînée de poudre.
Les titres criaient à propos de l'homme assassiné par son propre hippopotame domestique. Les habitants qui s'émerveillaient autrefois de voir Humphrey nager aux côtés de son maître parlaient maintenant à voix basse, secouant la tête. Ils l'avaient prévenu. Tous l'avaient prévenu. Les responsables de la faune sont arrivés à la ferme, contraints de faire face à la dure réalité. Un hippopotame qui avait été traité comme un membre de la famille avait révélé sa véritable nature. La créature que Marius avait autrefois embrassée sur le museau l'avait déchiqueté jusqu'à la mort, le traînant dans la rivière comme si ce n'était rien. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une tragédie, c'était une preuve. La preuve que, peu importe l'amour ou les soins qu'un être humain donne, certains animaux ne peuvent jamais être domestiqués. Humphrey n'était pas un animal de compagnie, c'était un prédateur. Et maintenant, il avait du sang sur les mâchoires pour le prouver. La communauté pleurait Marius, mais murmurait aussi une vérité inquiétante. Il avait toujours cru être différent, que son lien était plus fort. Mais au final, la nature a eu le dernier mot. Marius Hels croyait que l'amour pouvait dompter la bête la plus dangereuse de la nature. Il croyait que la confiance pouvait l'emporter sur l'instinct. Mais Humphrey, l'hippopotame, a donné au monde un rappel brutal. Sauvage reste sauvage. Peu importe le nombre d'années passées ensemble, peu importe le lien, l'instinct peut exploser en un instant. Létal, imparable, Marius appelait autrefois Humphrey son fils. Finalement, ce fils l'a écrasé avec des mâchoires capables de fendre une pirogue en deux, l'a traîné dans la rivière trouble et a éteint sa vie en quelques secondes. Sa mort n'est pas seulement une tragédie, c'est un avertissement gravé dans le sang. Certains animaux peuvent sembler dociles, voire affectueux, mais sous la surface se cache une puissance brute et ancienne, une puissance qui ne pardonne pas les erreurs. Ainsi, l'histoire de Marius Hels se conclut comme l'une des leçons les plus troublantes de toutes. On ne peut jamais ôter le sauvage au sauvage. Marius pensait avoir trouvé un lien plus fort que la peur elle-même. Mais Humphrey l'hippopotame a démontré, avec une brutalité définitive, que la nature a toujours le dernier mot. Si cette histoire vous a touché, ne partez pas encore, car la prochaine vidéo nous emmènera encore plus profondément dans une autre rencontre réelle et inquiétante que vous ne croirez pas. Assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de nous rejoindre alors que nous découvrons d'autres histoires vraies où la frontière entre confiance et terreur se brise en un instant. Marius Hels pensait que son hippopotame domestique était docile, jusqu'à ce qu'il se retourne et le tue. Dans un retournement tout aussi inquiétant, Paul MacDonald a été tué par son propre cerf. 2 hommes victimes des créatures sauvages qu'ils avaient tenté de garder comme animaux de compagnie. Voici leur histoire. Une ferme australienne paisible. Un homme nourrissait le cerf domestique qu'il avait élevé comme un membre de la famille. Mais en quelques secondes, la confiance s'est transformée en terreur. Le cerf a baissé ses bois et l'a transpercé dans son propre jardin. Alors que sa femme criait et tentait de le sauver, l'animal s'est également retourné contre elle. Voici l'histoire choquante et tragique de Paul MacDonald, un homme tué non pas par un inconnu, mais par l'animal de compagnie qu'il croyait connaître. L'air était calme sur la propriété de la famille MacDonald, dans la campagne de Victoria, en Australie. La lumière du matin s'étendait sur les pâturages. Paul MacDonald s'approcha de l'enclos des cerfs, comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. À l'intérieur se trouvait le cerf qu'il avait élevé pendant 2 ans, un animal puissant qu'il considérait moins comme du bétail et plus comme un compagnon de confiance. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. C'était la saison des amours. Les hormones du cerf augmentaient, les instincts s'aiguisèrent, et en un clin d'œil, il attaqua.
Le cerf baissa la tête. Ses bois, semblables à des lances acérées, captaient de la lumière. Puis, il se jeta sur lui. Les voisins se souviendraient plus tard des cris qui brisèrent pendant le silence de la campagne. La femme de Paul, Mandy, courut vers l'enclos aussi vite que possible. Ce qu'elle vit était un cauchemar. Son mari pris au piège, les bois du cerf le transperçant à plusieurs reprises. Elle se précipita pour le sauver, et l'animal se retourna aussi contre elle, la faisant tomber au sol. Un appel d'urgence désespéré fut passé. « Le cerf l'a attrapé, il est au sol !» Mais quand l'aide arriva, les dégâts étaient déjà irréversibles. Paul MacDonald gisait mortellement blessé dans la cour qu'il avait entretenue pendant des années, tué par la même créature en laquelle il pensait pouvoir avoir confiance. Paul MacDonald n'était pas étranger aux animaux. À 47 ans, il menait une vie tranquille dans sa propriété rurale en Victoria, en Australie. Un homme qui aimait la nature, le travail à chemin, Ostarné, et le lien entre les humains et les créatures. Pour la plupart des gens, les cerfs étaient des animaux sauvages à admirer de loin. Mais pour Paul, un cerf était différent. Il l'avait élevé depuis petit, le nourrissant, le protégeant et le regardant grandir jusqu'à devenir une bête énorme et imposante. Avec le temps, Paul traitait l'animal non seulement comme du bétail, mais comme un animal de compagnie de confiance, voire comme un symbole de la vie simple et ancrée qu'il souhaitait pour sa famille. Le cerf, haut de 6 pieds et pesant plusieurs centaines de kilos, était indiscutablement magnifique. Ses bois se ramifiaient comme une couronne, une silhouette imposante et majestueuse dans la brume matinale du pâturage. Les voisins voyaient souvent Paul s'en occuper, sans peur, sûr de lui, convaincu que la confiance entre l'homme et l'animal pouvait surpasser l'instinct. Mais cette confiance reposait sur un terrain fragile. Les experts expliqueraient plus tard. Un cerf n'est jamais vraiment domestiqué. Même après des années de familiarité, un seul stimulus peut déclencher son côté brutal et primitif. Et au printemps, la saison la plus dangereuse de toutes, la testostérone coulait dans le corps du cerf, aiguisant son agressivité et nourrissant sa dominance. Paul n'était pas naïf. Il savait que la saison des amours rendait les cerfs imprévisibles. Mais il croyait pouvoir gérer la situation. Après tout, il l'avait fait pendant 2 ans sans un seul incident. Pour lui, ce n'était pas un animal sauvage prêt à se transformer, c'était son cerf. Cette conviction, cette dangereuse supposition de confiance, a préparé le terrain pour la tragédie. Lorsque Paul est entré dans l'enclos le 17 avril 2019, il l'a fait en tant que soigneur. Mais aux yeux du cerf, il venait d'entrer sur un champ de bataille. 17 avril 2019, un matin frais et ordinaire à Glenrowan West, Victoria. Paul MacDonald s'est levé comme toujours, silencieusement et méthodiquement, suivant le rythme de la vie rurale. Sa femme, Mandy, se préparait pour la journée tandis qu'il chaussait ses bottes, prêt à nourrir les animaux avant le petit déjeuner. Pour n'importe qui d'autre, entrer dans un enclos à cerfs aurait été un risque impensable. Mais pour Paul, c'était une routine. Il apportait la nourriture, traversait le pâturage et ouvrait la porte avec la même assurance décontractée qu'à l'habitude. Le cerf marchait nerveusement à l'intérieur, les muscles tendus sous le pelage, les bois captant la lumière comme des lames. Paul n'y a pas réfléchi à 2 fois. Il avait élevé cet animal, en avait pris soin et croyait en leur lien. Mais c'était la saison des amours. La testostérone montait, les instincts bouillonnaient, et le cerf, déjà au sommet de sa maturité, voyait chaque mouvement comme un défi. Pourtant, Paul s'est déplacé calmement, sans hésiter. Il est entré dans l'enclos, refermant la porte derrière lui. Pour lui, ce n'était qu'un autre matin. Pour le cerf,
c'était le moment d'affirmer sa domination, de montrer sa force. L'air semblait chargé de tension. Le cerf baissa la tête, les bois brillants, les muscles contractés comme des ressorts. Paul, toujours convaincu de garder le contrôle, se pencha légèrement en versant la nourriture. Ce fut le dernier moment de calme qu'il connaîtrait. La ligne, entre confiance et terreur, était sur le point de se briser. Cela s'est produit en un instant. Une seconde, Paul dispersait la nourriture. La suivante, le cerf s'est élancé. Les bois, aiguisés et ramifiés comme une couronne de couteaux, se sont plantés directement en lui. Un craquement nauséabond a résonné dans l'enclos, tandis que Paul était soulevé du sol et violemment projeté contre celui-ci. Le poids du cerf pesait sur lui, les sabbats frappaient, les muscles se gonflaient, d'une fureur primitive et sauvage. Paul a tenté de repousser l'animal, mais la bête était implacable. Encore et encore, les bois se plantaient, déchirant la chair. Ses cris déchiraient l'air tranquille du matin. Un son que personne sur la propriété n'oublierait jamais. Depuis la maison, Mandy l'a entendu. Un son qui n'appartenait pas à cet endroit. Elle a couru, la panique lui serrant la poitrine, alors qu'elle se dirigeait vers l'enclos. Et puis, elle l'a vu. Son mari, coincé sous l'animal qu'il avait élevé, l'énorme silhouette du cerf dressée au-dessus de lui dans une fureur violente. Elle a crié son nom, entrant dans l'enclos sans hésiter. Le cerf a dirigé sa fureur vers elle, la traversant brutalement. Elle a ressenti une douleur aiguë tandis que les bois lui déchiraient le corps, mais elle a lutté pour atteindre Paul, pour le libérer. Ce fut un chaos. Sabots frappant, bois chargeant, cris emplissant l'air. La confiance que Paul avait placée en cette créature avait été brisée en quelques secondes. L'animal n'était plus un animal de compagnie. Il était sauvage, il était mortel et imparable. Lorsque l'aide est arrivée, les dégâts étaient catastrophiques. Paul gisait sans vie et le sang imbibait la terre tandis que Mandy luttait pour se relever. Le cerf l'avait renversé, ses bois lui avaient infligé de profondes blessures sur le corps. Chaque mouvement déclenchait des vagues de douleur, mais elle refusait de s'arrêter. Son mari gisait immobile à quelques pas d'elle. Elle s'agrippa à la terre, haletante, luttant contre le vertige qui menaçait de la vaincre. Le cerf tournait en rond, piétinant le sol, les yeux sauvages fixés sur elle. Pendant un instant, elle pensa que c'était la fin, qu'elle mourrait aussi en ce lieu qu'ils avaient autrefois appelé leur foyer. Mais l'instinct de survie l'emporta. Mandy se traîna hors de l'enclos, centimètre par centimètre, saignant abondamment, chaque seconde semblant une éternité. D'une manière ou d'une autre, elle réussit à se glisser hors de la porte avant que le cerf ne se jette de nouveau sur elle. Derrière elle, l'animal furieux frappait la clôture, ses bois heurtant le bois, désespéré de finir ce qu'il avait commencé. Les voisins, entendant les cris, accoururent sur les lieux. Ils trouvèrent Mandy évanouie, le corps déchiré et brisé, murmurant le nom de Paul. Ses blessures étaient catastrophiques, profondes perforations, côtes fracturées, le sang jaillissant des plaies infligées par l'animal qu'ils avaient élevé avec amour. Les secouristes arrivèrent en quelques minutes, l'emmenant d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Les médecins travaillèrent frénétiquement toute la nuit, cousant, transfusant, luttant. L'appel est arrivé rapidement. L'animal devait être abattu. La police et les agents de la faune sont arrivés sur la propriété des McDonald dans une scène qui ressemblait à un champ de bataille. Du sang sur le sol, des poteaux de clôture brisés, les rugissements gutturaux du cerf résonnant depuis son enclos. Il marchait nerveusement, les narines dilatées, les bois éclatés avec du sang frais. Le même animal que Paul
avait nourri au biberon quand il était un faon, se dressait maintenant comme son assassin. Les voisins restaient silencieux au bord de la propriété, observant, certains pleurant, d'autres incrédules. Pendant 2 ans, les MacDonald avaient traité le cerf comme un membre de la famille, le nourrissant tous les jours, le montrant aux amis, l'appelant même gentil. Mais maintenant, c'était un monstre parmi eux, et la décision était définitive. Les agents armés ont levé leurs fusils. Le cerf-foire a foncé contre la clôture, chargeant avec une force terrifiante. Chaque impact faisait trembler les poteaux. L'ordre a été donné. Un coup de feu a déchiré l'air, puis un autre. Le cerf est tombé. Son énorme corps s'est effondré sur le sol. La mascotte n'était plus, mais le silence qui a suivi n'était pas un soulagement. C'était un vide. Tuer l'animal n'a pas ramené Paul, ni effacé l'horreur de ce qui s'était passé. Tout ce que cela a fait, c'est fermer le dernier chapitre d'un lien tragique entre l'homme et la bête. Une relation née de l'amour, terminée dans le sang. La nouvelle de la mort de Paul MacDonald s'est répandue dans la petite communauté rurale comme une traînée de poudre. La rumeur passait d'un voisin à l'autre, des fermes aux bars du village, jusqu'à ce que tout le monde sache. Paul avait été tué par son propre cerf. Pour ceux qui l'aimaient, cela semblait impossible à accepter. Paul n'était pas imprudent, ce n'était pas un homme qui défiait le destin. C'était un père dévoué, un mari calme et travailleur, un homme qui aimait profondément la terre et les animaux qu'il élevait. Et maintenant, il était parti, tué non pas par un inconnu, ni dans un accident de la route, mais par une créature en laquelle il avait confiance chaque jour. Dans la boutique locale, les conversations s'interrompaient en plein milieu de phrases dès que le nom de Paul était évoqué. Les gens secouaient la tête, incrédules. Pas Paul, pas lui. Certains murmuraient qu'ils s'étaient toujours sentis mal à l'aise avec ce cerf, tandis que d'autres défendaient et la famille, insistant sur le fait que personne n'aurait pu prévoir une telle férocité. Les équipes des journaux locaux sont arrivées à la paisible propriété. Les caméras filmaient depuis la rue, montrant le ruban de police tendu le long de la clôture et les voisins déposant des fleurs à la grille. Ce qui était autrefois un tableau de sérénité rurale était désormais le théâtre d'une histoire d'horreur. Pour les enfants des MacDonald, le choc était insupportable. Ils avaient grandi en caressant le cerf, riant alors qu'il les suivait sur la propriété comme un chien. Maintenant, ils devaient vivre avec le souvenir que ce même animal avait ôté la vie à leur père. La tragédie est devenue plus qu'un simple titre de journal. Elle est devenue un avertissement. Des personnes à travers toute l'Australie et au-delà se posaient la même question. Comment quelque chose d'aussi fiable, d'aussi familier, pouvait-il se transformer si soudainement et fatalement? Et dans cette question résidait la froide conscience. Peu importe à quel point un animal semble domestiqué, les instincts de la nature guettent toujours, juste sous la surface. Dans les jours qui ont suivi, les autorités de la faune et les spécialistes du comportement des cerfs sont intervenus pour expliquer ce qui s'était passé. Et leurs paroles ont dressé un tableau inquiétant. Le cerf qui a tué Paul MacDonald était en rut, la saison des amours, lorsque les cerfs mâles sont poussés par une augmentation de testostérone à se battre, dominer et défendre leur territoire à tout prix. Même dans la nature, on sait que les cerfs mâles peuvent s'entretuer. Leurs bois ne sont pas que des ornements. Ce sont des armes capables de percer et de déchirer la chair avec une précision brutale. Pour les experts, la mort de Paul n'était pas un hasard. C'était de la biologie. L'animal ne est pas devenu fou.
Il a simplement agi par instinct, affiné au cours de milliers, d'années d'évolution. Et c'est là que réside le danger. Paul, comme beaucoup de personnes à l'aise avec de grands animaux, avait peut-être sous-estimé la rapidité avec laquelle cet instinct peut se déclencher. Les cerfs ne sont pas des animaux domestiques, a déclaré une autorité aux journalistes avec fermeté. Pendant la saison des amours, même le mâle le plus calme peut devenir agressif. Aucune familiarité ne vous met en sécurité. Ce fut un avertissement qui a résonné bien au-delà de Victoria. Des personnes dans toute l'Australie qui élevaient des cerfs, des émeus, voire des chameaux et des autruches, ont été rappelées que les animaux exotiques ou puissants, même ceux élevés à la main, ne sont jamais vraiment domestiqués. Ils vivent par instinct, pas par sentiment. Paul MacDonald avait traité le cerf comme un membre de la famille. Mais à la fin, lorsque les hormones ont augmenté et que les instincts ont pris le dessus, ce cerf ne l'a pas vu comme un soigneur, mais comme un rival. Et en un instant brutal, l'équilibre entre l'homme et la bête s'est rompu, avec des conséquences fatales. Lorsque Paul est tombé, le cerf ne s'est pas arrêté. Il s'est agité, a chargé et a planté ses bois encore et encore dans son corps. Depuis la maison, sa femme, Mandy MacDonald, a entendu le tumulte et a couru vers l'enclos. Ce qu'elle a vu dépassait toute compréhension. Son mari déchiqueté par l'animal qu'ils avaient nourri et soigné chaque jour. Sans hésiter, elle a tenté d'intervenir. Les voisins ont ensuite dit que ses cris résonnaient dans toute la propriété. Armée seulement de ses mains, nue, elle s'est jetée sur le cerf, désespérée de l'éloigner. Le cerf s'est retourné contre elle. En quelques secondes, les bois qui venaient de déchirer le corps de Paul l'ont aussi blessée. Elle a été piquée, jetée au sol, piétinée. La force d'un cerf en rue, des centaines de kilos de muscles et de rage, la frappait à répétition. D'une manière ou d'une autre, poussée par le pur instinct de survie, Mandy a rampé loin, le sang jaillissant de ses blessures. Un voisin, attiré par le chaos, l'a emmenée en lieu sûr et a appelé les services d'urgence. Mandy a été transportée en hélicoptère à l'hôpital dans un état critique. Elle avait subi de graves lacérations et des blessures internes, mais a miraculeusement survécu. Mais sa survie a apporté un poids cruel. Alors qu'elle luttait pour sa vie dans son lit d'hôpital, Paul gisait mort dans leur cour. L'homme avec qui elle avait construit une vie, tué sous ses yeux par l'animal en qui ils avaient confiance. Pour Mandy, chaque cicatrice sur son corps deviendrait un souvenir permanent de ce matin où sa famille s'est brisée, le jour où le cerf est devenu prédateur. Lorsque les secouristes sont arrivés sur la propriété des MacDonald, ils ont découvert une scène qui semblait sortie d'un cauchemar. Paul gisait sans vie dans la cour, son corps déchiré par des cornes et des sabots. Non loin, Mandy avait déjà été transportée en ambulance aérienne, s'accrochant à la vie. Et à l'intérieur de l'enclos, le cerf mâle continuait de marcher nerveusement, son pelage taché de sang sombre. L'animal qui avait autrefois été un animal de compagnie s'était transformé en autre chose. Les autorités savaient qu'il n'y avait aucune possibilité de le laisser en vie. Un cerf en rue est imprévisible, et après avoir tué son propriétaire, il avait franchi la limite entre dangereux et mortel. La police a bouclé la propriété. Les fusils, ils sont entrés dans l'enclos. Les témoins décrivaient le cerf comme défiant, dressé, les cornes en avant, comme s'il les provoquait à s'approcher. C'était que la dernière résistance d'une bête, guidée par des instincts qu'aucun lien humain ne pourrait jamais effacer. Des coups de feu ont retenti. Le cerf est tombé au sol. Le danger était terminé, mais aussi la vie de l'animal que Paul avait élevé depuis petit, nourri chaque jour et traité comme un membre de la famille. Pour les voisins des MacDonald, ce fut une vision sombre.
la mort d'un homme et la destruction de l'animal qu'il avait aimé, à quelques heures d'intervalle. Un double épilogue tragique d'une histoire qui n'aurait jamais dû arriver. L'enclos, autrefois symbole de nouveauté et de fierté, était maintenant silencieux. Le sang sur le sol marquait l'endroit où un animal de compagnie était devenu un tueur, et où la confiance en un animal sauvage s'était avérée fatalement mal placée. La mort de Paul MacDonald n'a pas été qu'un accident rare. Ce fut un rappel brutal que même les animaux les plus familiers peuvent devenir des prédateurs lorsque leurs instincts se réveillent. Les cerfs ne sont pas de doux ornements de la forêt. Ce sont des créatures sauvages et territoriales, armées de bois assez tranchants pour percer et de sabots assez puissants pour écraser. Pendant la saison des amours, l'augmentation de la testostérone transforme même le cerf le plus docile en une menace imprévisible. Paul croyait que son cerf le connaissait. Il le nourrissait, lui parlait et lui faisait confiance. Mais la vérité est glaçante. Le lien qu'il pensait avoir était unilatéral. Au final, la biologie et l'instinct ont surpassé toute trace de soins humains. Ce que Paul voyait comme un animal de compagnie, la nature le considérait toujours comme un animal sauvage. Les experts en faune sauvage avertissent que c'est précisément pour cette raison que posséder des animaux exotiques ou puissants, même ceux élevés dès leur plus jeune âge, est un pari avec la mort. L'enclos qui faisait autrefois sentir Paul en contrôle est devenu sa tombe. Aucune quantité d'amour, de familiarité ou de routine ne pouvait effacer l'impulsion primordiale qui se déclenche lorsque la nature reprend le dessus. Sa tragédie est un avertissement. Cette confiance, aussi bien intentionnée soit-elle, lui a coûté la vie. Et les échos de ces derniers instants en ont encore la communauté qui a vu un homme être tué non pas par un prédateur sauvage, mais par l'animal qu'il croyait connaître le mieux. La mort de Paul MacDonald a secoué sa tranquille ville australienne comme une onde de choc. Les voisins qui avaient vu le cerf paître paisiblement derrière les clôtures ne pouvaient pas croire que ce même animal était devenu un meurtrier. Mais la nature ne négocie pas. L'instinct est plus ancien, plus fort et plus mortel que toute illusion de contrôle. L'histoire de Paul ne concerne pas seulement un homme et son cerf, mais la fine ligne que les êtres humains franchissent lorsqu'ils confondent la frontière entre animal de compagnie et prédateur. Les bois qui l'ont blessé n'étaient pas malveillants, ils étaient primordiaux, une vague de domination sauvage pendant la saison des amours. Pour le cerf, Paul n'était ni un ami, ni un gardien, mais simplement un autre rival sur son territoire. Sa mort est tragique et troublante parce qu'elle aurait pu être évitée. Les experts disent qu'il ne faut jamais s'approcher d'un cerf en rue. Pourtant, Paul, par habitude, par confiance, est entré dans cette clôture une dernière fois. Le prix fut fatal. Ainsi, son héritage demeure non seulement comme une histoire d'avertissement, mais aussi comme un rappel brutal. La nature sauvage restera toujours sauvage. Peu importe combien nous la nourrissons, l'aimons ou croyons l'avoir domestiquée, la nature attend, patiente et implacable, le moment de nous rappeler qui détient vraiment le pouvoir. La mort de Paul MacDonald est un rappel inquiétant de la rapidité avec laquelle la confiance envers un animal sauvage peut se transformer en tragédie. Un animal de compagnie chérie est devenu l'instrument de sa fin. Merci de suivre cette histoire. Si elle vous a touché, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer le prochain récit de rencontre entre humains et l'indomptable. Et bientôt, nous explorerons un autre cas frappant où une rencontre ordinaire a dégénéré en une horreur impensable. Vous ne voudrez pas le manquer.